Bonsoir, bon dimanche. Heureux de vous savoir de nouveau à ce rendez-vous, car face à l'actu, c'est tous les dimanches, vous le savez, entre 19h et 20h30. On va ce dimanche parler de politique, économie, sociale aussi, avec notre invité qui est un expert des questions économiques, mais il faut également savoir que Eugène Nyambal, pendant près de 15 ans, a occupé de hautes fonctions au niveau du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il a été conseiller principal de l'administrateur représentant 24 pays africains au conseil d'administration, entre autres. Son expérience couvre le conseil d'administration, la stratégie, les opérations, ainsi que le conseil de haut niveau et la gestion des projets complexes à la Banque mondiale et à la SFI, la Société financière internationale, respectivement. En tant que chef de projet et responsable de la stratégie, il a fait partie des équipes ayant mis en place une nouvelle stratégie visant à accroître le chiffre d'affaires de la SFI, toujours jeune en tant que consultant senior pour la Banque africaine de développement. Il a donné des conseils et a aidé les chefs de projet dans la préparation et la mise en œuvre des programmes d'appui budgétaire. Il est diplômé de grandes écoles et universités internationales et auteur de nombreux ouvrages sur les questions de développement. Il a une expérience dans plusieurs pays à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce serait vraiment prendre plus d'une vingtaine de minutes s'il faut détailler tout son CV. C'est donc une expertise remarquable, africaine et mondiale, qu'on a ce soir pour évoquer les questions du Cameroun, mais aussi de l'Afrique. Eugène, merci encore. Merci de toujours faire cet arrêt chez nous pour, évidemment, l'analyse et la lecture des évolutions de notre pays. Merci, monsieur Dipita, de m'avoir invité. Peut-être on va commencer par là. En 2010, je crois bien, vous avez fait un message à la jeunesse. En 2010, ça fait 14 ans maintenant. C'était quoi l'essentiel? C'était quoi le nœud de ce message? L'essentiel de ce message, c'est que je pense que la jeunesse est le fer de lance de la nation. D'accord. Et j'ai été comme eux auparavant. Et j'avais constaté que dans notre pays, les problèmes de la jeunesse ne sont pas suffisamment pris en compte dans les politiques publiques. Et ça provoque parfois un désenchantement des jeunes vis-à-vis de la chose publique. Ça amène certains de nos jeunes dans le désespoir à vouloir aller à l'étranger. Et je voulais leur envoyer un message d'espoir. Je voulais leur envoyer un message d'espoir en leur disant que tous ceux qui ont marqué l'histoire de notre pays étaient jeunes, qu'il s'agisse des lions indomptables ou des leaders historiques que nous avons, et qu'il leur appartient de s'engager dans la vie de la nation. Et en contrepartie, nous, qui sommes leurs aînés, nous avons l'obligation de créer les conditions favorables pour qu'ils puissent pleinement exprimer leurs talents. D'accord. Le message que je leur envoyais, c'est que nous devons avoir un pays qui offre des opportunités à tous, un pays qui crée des conditions de prospérité pour les jeunes, à travers des politiques pour l'emploi, à travers une bonne formation, et à travers des opportunités dans la vie économique et sociale. La même année, vous faites un discours sur les réformes, toujours adressé aux Camerounais. Oui. J'ai fait ce discours juste après les émeutes de 2008. Exact. Qui m'avaient marqué, parce que j'étais en mission ici avec le FMI, lorsque j'ai vu des jeunes descendre dans la rue. Et quand je suis retourné aux États-Unis, avec du recul, je me suis dit que les problèmes que nous avions avaient une origine dans les défaillances de nos institutions, dans les défaillances de la politique publique. Et puis, j'essayais de dresser le chemin pour reconstruire un Cameroun fort, prospère,
J'ai abordé là-dedans des questions des réformes sur les institutions, sur le contrat social, sur les institutions. Le deuxième chantier de réforme que j'abordais, c'était réorganiser, c'était renforcer l'efficacité de l'État dans les services aux citoyens, dans la capacité à piloter l'économie en collaboration avec le secteur privé pour créer la prospérité. J'avais également un chantier sur la réorganisation de l'économie pour retrouver une souveraineté au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau des services. Et je proposais que l'on y inclue un vaste programme de réforme des infrastructures pour relier tous les bassins de production du Cameroun et puis le Cameroun vis-à-vis par rapport aux pays environnants et d'organiser nos régions à partir de pôles de croissance. Je pourrais y revenir plus tard. Et le dernier point que j'abordais, c'était au niveau des élections de 2011 qui se préparaient. Je faisais des suggestions sur les voies et moyens par lesquels les forces politiques pouvaient renforcer leur capacité à compétir sur le champ politique et à aller vers une transition politique. On y revient dans un moment. Le temps pour nous, qui c'est peut-être de prendre le premier reportage de ce soir. Vous le savez, l'émission a également quelques sujets. On va revenir sur ce jeu de ping-pong, on peut le dire ainsi, entre le ministère de l'administration territoriale et le PCRN. Vous le savez, Cabral Libby et le MINAT ne s'entendent pas toujours sur la propriété ou alors le véritable patron de ce parti-là, quand on sait que Robert Konan, le fondateur du parti, est monté au créneau. Reportage. Exclusion définitive de Robert Konan, cofondateur du parti. Pour le ministre de l'administration territoriale, cette décision a été prise en violation des textes du parti. Selon l'analyste politique Abakar Mefiré, il s'agit d'une situation embarrassante. La qualité de cette sortie qui est quand même, on peut le voir, dénuée de toute forme d'élégance politique et même qui est questionnable sur le plan juridique, même si beaucoup est à reprocher sur la démarche justement juridique de celui qui est d'abord et avant tout un homme de science et précisément un homme de droit, à savoir l'honorable Cabral Libby. Quand on a vu Cabral Libby et toute son équipe agir face aux manipulations et instrumentalisations de Robert Konan, tous les hommes de droit se sont posés beaucoup de questions. Est-ce que le sentiment politique a aveuglé le juriste qu'est l'honorable Cabral Libby pour qu'il n'agisse que sur le terrain politicien? On peut bien avoir envie de le croire, parce que la réponse à son exclusion par une autre exclusion, quand même, est questionnable à plus d'un titre. Est-ce que c'était la meilleure approche? Est-ce que c'était la meilleure méthode pour le juriste qu'est Cabral Libby? Nous pensons qu'ils auront eux-mêmes contribué, les défenseurs du camp Cabral Libby, pour dans le PCRN, ils auront contribué eux-mêmes à donner le fouet au Moulinex national pour qu'il ait justement écrase à petit feu. Pour lui, l'ingérence du MINAT dans la gestion du PCRN aura un impact négatif sur la participation du parti aux élections prévues en 2025. Donc, sous le manteau du PCRN, de plus en plus, on peut bien voir que le Moulinex national, le ministre de l'administration territoriale, a pour mission justement de faire plonger au calendrier grec le rêve du jeune Cabral Libby et de tous ses sociens. L'avenir politique avec le PCRN devient incertain, parce qu'il faut déjà peut-être après cette tentative de résister de Cabral et les autres, il faut penser déjà peut-être à une autre voie s'il veut à tout prix, comme c'est le cas, être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Robert Konan envisage tenir l'Assemblée générale du parti d'ici au 15 avril prochain.
La même assemblée générale, organisée par Cabral Libye en décembre 2023, avait été interdite par les autorités administratives. Rentrons véritablement dans le canal de cette émission avec notre invité. Alors, Eugène, vous avez certainement suivi l'actualité au Sénégal. Le Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PADEF, son candidat est donc définitivement élu président de la République. Il s'agit bien sûr de Bassirou Diomaye Faye qui remplace le président Macky Sall. Un scrutin dans des conditions un peu particulières, on peut le dire, sur sa dernière ligne droite. Mais finalement, tout s'est bien passé. Une élection au premier tour qui, je veux dire une victoire qui s'apparente à un séisme dans l'environnement politique sénégalais d'abord, mais qui c'est aussi africain. Quelle leçon peut-on véritablement retenir de cette élection-là ? Tout d'abord, je pense que la victoire du candidat de l'opposition aux dernières élections au Sénégal est un événement historique, à mon avis. Et cette élection redonne confiance à tous les Africains qui avaient désespéré de la capacité de la démocratie à amener l'alternance au niveau de la gestion de l'État. Qui pouvait imaginer qu'un candidat anti-système, un candidat qui est pour la rupture, qui était encore en prison il y a une dizaine de jours, pouvait l'emporter au premier tour. Ceci montre une tradition démocratique bien ancrée au Sénégal. Depuis, il faudrait savoir que c'est un pays où les gens votent depuis les années 1800, à Saint-Louis, sous la colonisation. Donc, il y a une tradition démocratique là-bas qui a été confirmée. Alors, quelle leçon peut-on tirer par rapport aux élections du Sénégal? La première leçon, c'est que le Sénégal a montré au reste du monde qu'il a une démocratie solide, avec des institutions fortes, notamment la Cour constitutionnelle qui a su résister aux tentatives de changement des règles du jeu. Et l'autre chose aussi, l'autre institution aussi, c'est l'armée, qui a su rester en dehors du champ politique. Donc, et grâce au rôle positif que la Cour constitutionnelle a joué. Le Conseil au Sénégal. Le Conseil constitutionnel. Cela empêche l'armée d'être tentée d'intervenir sur le champ politique. La deuxième leçon, à mon avis, pour les jeunes et pour les populations dans toute l'Afrique, c'est de dire que le changement par les urnes est possible. Au moment où on a vu dans beaucoup de pays en Afrique, il y a eu de nombreux coups d'État militaires qui étaient souvent justes et justifiés, des coups d'État souverainistes, qui étaient liés au fait qu'il y avait eu un blocage des mécanismes mécanismes politiques. Vous localisez le... Bon, je vous laisse... Pardon? Pardon? Allez-y, je vous laisse poursuivre. Non, je dis que sans soutenir les coups d'État... D'accord. Il y a deux types de coups d'État. Il y a des coups d'État civils par le changement des règles du jeu qui parfois, lorsque les acteurs politiques et la société civile sont neutralisés, créent des risques d'une intervention de l'armée dans le champ politique qui n'est pas son champ. Le rôle de l'armée, c'est de protéger la nation. Absolument. Ce n'est pas d'entrer dans la sphère politique. Absolument. Ce que je dis, c'est que l'élection au Sénégal montre que la meilleure voie pour aller vers le changement, c'est par la voie démocratique. La troisième leçon par rapport aux partis politiques d'opposition, c'est que le changement par les urnes est possible à condition d'incarner un message d'espoir, un message de rupture lorsque les populations vivent dans des conditions difficiles et désespérées. Et aussi, donc, en plus du projet politique, il faut être capable de mobiliser toutes les couches de la population, comme au Sénégal. On a eu des intellectuels
on a eu des jeunes, on a eu la diaspora. Toutes ces forces se sont mobilisées pour le changement. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a réussi à mettre en place une coalition capable d'être présente dans les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire pour compenser le déficit de moyens logistiques et financiers qui crée souvent des problèmes aux oppositions dans nos pays. La dernière leçon, à mon avis, pour les acteurs politiques, c'est que pour une démocratie apaisée, le Sénégal vient de montrer que pour une démocratie apaisée, il est important que les différents acteurs, qu'il s'agisse du parti au pouvoir ou de l'opposition, qui puissent s'entendre sur les règles du jeu démocratique, c'est-à-dire les inscriptions sur les listes électorales, l'indépendance de la commission électorale, un conseil constitutionnel qui dit le droit, et puis l'État qui s'assure de l'intégrité du vote. Et donc, pour terminer, la dernière leçon, c'est une invitation que le Sénégal lance au reste de l'Afrique pour organiser une alternance paisible. Quand je vois 3 anciens présidents au Sénégal, je vois le président Diouf, je vois le président Wade, je vois le président Macky Sall passer le flambeau à un jeune de 44 ans. C'est une belle image que j'aimerais voir dans beaucoup de pays en Afrique. Comme le vôtre. Comme le mien. Merci. Alors, cela dit, et c'est là que je voulais effectivement vous relancer, vous connaissez le contexte camerounais, est-ce que une telle expérience, un tel vécu, un tel résultat peut-il être obtenu ici, dans l'environnement électoral que l'on connaît, notre système, les institutions qui contribuent alors, qui participent à l'organisation de ces élections-là, les acteurs eux-mêmes, le pouvoir, l'opposition, la société civile, les électeurs. Est-ce que le Sénégal peut se reproduire au Cameroun? Le contexte sénégalais est différent de notre pays. J'ai dit 2 choses. Sur le plan historique, c'est un pays qui a l'habitude de voter depuis le 19e siècle. C'est un pays où l'islam constitue un socle de valeurs qui font que malgré les divergences, les gens peuvent se retrouver autour de valeurs communes. C'est un pays dont la diversité ethnique et culturelle n'est pas aussi forte que dans un pays comme le Cameroun, qui est une Afrique en miniature. Donc les contextes sont différents. Reproduire le Cameroun, ce qui s'est produit au Sénégal ici, je pense qu'en l'état actuel des choses, les conditions ne sont pas réunies pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on regarde par exemple les inscriptions sur les listes électorales, dans notre pays, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau. Beaucoup de nos jeunes sont désenchantés et parfois ne vont pas s'inscrire sur les listes. Et puis, on ne voit pas au niveau de l'ECAM. Je pense qu'il faudrait au niveau de l'ECAM aussi une stratégie claire pour des inscriptions massives sur les listes électorales. Il faudrait qu'on puisse trouver des mécanismes par lesquels, par exemple, l'ECAM trouve des accords avec des écoles publiques dans les villes, les villages, et qu'on organise de grandes campagnes pour des inscriptions massives sur les listes électorales. Et que les partis politiques aussi sensibilisent les citoyens. Donc ça, c'est au niveau de l'ECAM. Maintenant, au niveau des acteurs politiques, des partis politiques, j'ai vu qu'il y a des coalitions qui ont commencé à se mettre en place au Cameroun. Mais quand je regarde nos partis, souvent, ils ont quelques faiblesses. La première, c'est que si on demande à la population camerounaise quelle est
la différence entre l'opposition et le parti au pouvoir en termes de projet de société, en termes de capacité à résoudre leurs problèmes d'emploi, d'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé, à l'éducation. Je pense qu'il faut ce message fort de rupture qui était présent au Sénégal, par exemple, qui n'est pas présent ici chez nous. J'ai vu qu'au Sénégal, les intellectuels se sont mobilisés pour aider à articuler un message fort. Également, il y a une deuxième faiblesse de nos partis, c'est que contrairement au RDPC, qui a eu une présence sur l'ensemble du territoire avec des relais administratifs, l'opposition n'a pas les moyens d'entrer en compétition, qu'il s'agisse de la campagne présidentielle, législative ou municipale. L'opposition n'a pas les moyens d'être présent dans tous les bureaux de vote. Absolument. À cause de problèmes financiers et logistiques. Et c'est à ce niveau que des coalitions faites autour d'un projet de société, d'une vision commune, peuvent créer des synergies, des complémentarités, de telle sorte que ceux qui sont les mieux placés peuvent couvrir certains espaces du territoire national. Le troisième point aussi, c'est que lorsque je regarde notre vie politique, je suis surpris que le contentieux administratif, même au niveau électoral, est très peu fourni chez nous. Par exemple, je vois qu'il n'y a pas d'inscription sur les listes électorales, il n'y a rien. Parce que pour moi, la campagne électorale ne commence pas le jour des élections, absolument. Elle commence bien après. C'est un processus. Absolument. Parce que si on ne s'assure pas que les règles du jeu sont équitables à l'entrée et qu'on aille contester les résultats à la fin du processus, c'est peine perdue. Absolument. Oui. C'est un peu ça les quelques réflexions que votre question m'inspire. Alors, pour revenir au Sénégal et qui sait peut-être au Togo, les autorités là-bas semblent rejeter l'échec des politiques publiques sur les constitutions actuelles. Le président nouvellement élu au Sénégal, lui, plaide pour moins de pouvoir pour le président. Au Togo, on passe dans un régime désormais parlementaire. C'est l'option qui a été récemment votée. Est-ce que ces cas de figure pourraient-ils inspirer ou s'appliquer dans notre pays, au Cameroun? Monsieur Dipita, permettez-moi d'abord de dire que ces changements au niveau institutionnel, moi je les situe dans le cadre de la Renaissance africaine. C'est-à-dire qu'on nous a amené des religions importées, on nous a amené des institutions. Vous flattez avec le panafricanisme? Oui. Au-delà de ça, le panafricanisme, on nous a convaincus que notre développement ne pouvait passer que par les bailleurs de fonds. Et l'Afrique a commencé à se réveiller. Et quand l'Afrique commence à mettre en cause, en doute, à questionner les institutions qui ont été importées, vous voyez, on a le Sénat ici qui date de la Grèce antique. On a des constitutions, par exemple la constitution que nous avons dans la plupart de nos pays, ce sont des constitutions en Afrique, mais pas faites pour l'Afrique. Je m'explique. Quand vous voyez le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, les constitutions qu'on nous a amenées sont des copies de la Constitution française de 1958, qui avait pour objectif de résoudre les problèmes de la France, du général de Gaulle, qui voulait avoir les pleins pouvoirs pour mettre fin à l'instabilité du régime parlementaire de la 4e République, où les gouvernements pouvaient changer au bout d'une semaine ou 2 mois, parce que les gens avaient fait des combinaisons, c'était entendu. Donc les gouvernements changeaient tout le temps. La deuxième chose, c'est que le général de Gaulle voulait mener à bien la décolonisation de l'Algérie, sachant que les Français étaient contre cela. Donc, on a créé une constitution en France, une constitution monarchique, qui donnait les pleins pouvoirs au président de la République et qui affaiblissait le législatif et le judiciaire. Et je suis content et qui tuait de ce fait les principes fondamentaux de
du droit constitutionnel, c'est-à-dire que les pères fondateurs, comme Montesquieu, comme John Locke, disaient que pour qu'une constitution fonctionne bien, il faut deux principes. Il faut, la séparation des pouvoirs. Absolument. Et il faut des mécanismes de contrôle. contre-pouvoir. Oui, de contrôle, de contre-pouvoir. Or, ceci, les constitutions qu'on nous a amenées ont tué ce mécanisme. Ceci me permet de revenir sur la constitution du Cameroun de manière spécifique, qui, à mon avis, doit être également changée. Alors, laissez-moi, pour terminer la parenthèse avec le point que je voulais faire sur le Sénégal et le Togo. Alors, ce qu'il y a dans la démarche du Togo, c'est que le Togo est en train d'adopter le même régime que l'Angleterre ou l'Italie, où le président de la République n'aura plus de pouvoir. C'est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui sera le centre de l'exécutif. Et le président va se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes. C'est ça que le général de Gaulle a éliminé en 1958. Et du côté du Sénégal, on veut rester dans le même modèle, mais en réduisant les pouvoirs du président de la République. Ceci m'amène à enchaîner sur le cas du Cameroun, dont j'ai regardé attentivement la Constitution, qui a besoin d'être profondément réformée. Profondément. Sur quel point? Deux points. Lorsque, vous savez, la Constitution a deux parties, le préambule. Absolument. Et puis l'organisation de la répartition des pouvoirs. Absolument. Lorsque je regarde, par exemple, le préambule de la Constitution camerounaise, on dirait qu'il y a deux équipes différentes qui ont travaillé sur le préambule et sur la répartition des pouvoirs. Il y a un certain nombre de principes qui sont édictés. On parle de la protection des libertés fondamentales, d'un pays fier de sa diversité culturelle et tout ça, qui montre que si on organise l'État, c'est à partir d'une décentralisation forte. On dit que aucun Camerounais ne peut être inquiété pour ses opinions. Tout Camerounais a le droit au travail, à l'éducation. Et maintenant, une fois qu'on a édicté ces principes, on s'attend à ce qu'ils nourrissent la deuxième partie qui est la répartition des pouvoirs. Or, quand je vais de ce côté-là, je parcours les différents titres. Le premier sur l'exécutif, il concentre tous les pouvoirs aux mains du président de la République. Le pouvoir d'organiser l'administration, de nommer aux emplois publics et privés, le pouvoir de dissoudre l'Assemblée sans aucune restriction. Et ça, il faudra des réformes sur ces différents points, ou, à mon avis, par exemple, sur les nominations à des grands postes de l'État, à de grandes fonctions. Le président devra continuer à nommer, mais il faudra une confirmation devant l'Assemblée pour s'assurer que l'impétrant a les qualités nécessaires pour servir notre pays. Un peu comme aux États-Unis. Oui. Donc, sur le pouvoir de dissolution aussi. Et l'autre chose, sur la dévolution du pouvoir, où il peut déléguer son pouvoir, soit au Premier ministre, soit à un de ses collaborateurs. Je pense que c'est un pouvoir qui devra être encadré aussi, pour le canaliser vers un pouvoir délégué au Premier ministre, parce que c'est lui qui est responsable devant l'Assemblée nationale. C'est lui qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, quand je regarde le deuxième pouvoir, le législatif, il est complètement affaibli parce que le président peut le dissoudre. Et la deuxième chose, c'est que c'est le gouvernement qui contrôle le calendrier et l'emploi du temps du Parlement. Et la troisième chose, vous voyez qu'on a dit au niveau de l'exécutif que c'est le président de la République qui contrôle, qui a l'essentiel du pouvoir. Mais dans le chapitre législatif, on dit que le Parlement ne contrôle que l'action du gouvernement. On ne dit pas le gouvernement contrôle l'action de l'exécutif. Donc, en clair, on lui donne le pouvoir de contrôler le travail du gouvernement. Mais est-ce que ça veut dire, comme on a réduit ça au gouvernement, est-ce que ça veut dire que de l'autre côté, au niveau du travail du président, est-ce que ça n'entre pas dans le champ du législatif? Donc, il faut renforcer les pouvoirs du Parlement
au niveau de vote des lois, au niveau du budget, et son pouvoir d'investigation aussi. Le troisième point, au niveau du judiciaire aussi, qui est affaibli. Il faudrait également renforcer le pouvoir du judiciaire. Et l'autre point que j'ai constaté, c'est que nous avons également, sur la décentralisation aussi, je pense qu'il faut l'approfondir. On ne peut pas entrer dans les détails ici à ce niveau. Il faut faire un État qui est central, avec une forte décentralisation. Et le dernier point, c'est que, étant donné que nous avons copié le modèle de la France, qu'il y a un défaut, c'est qu'il y a une inflation de création d'institutions qui coûte cher aux contribuables, à l'État. Il faudra rationaliser les institutions, mettre fin à l'inflation. Il y a des institutions qui ont été créées, qui, quand on regarde leur rapport, on a, je ne vais pas entrer dans les détails. Le Sénat, par exemple. Il y a le Sénat, il y a le Conseil. Qui n'existe plus au Sénégal. Le Sénat a été supprimé au Sénégal. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas amoindri la capacité du Parlement sénégalais à contrôler l'action de l'exécutif. Il y a la Cour, il y a le Conseil économique et social, qui sont des institutions qui datent de la France d'après-guerre. Bref, il faut nettoyer, peut-être éliminer certaines institutions et voir les plus appropriées par rapport aux défis du Cameroun. Cela dit, je suggère qu'on prenne le deuxième reportage et qu'on revienne pour la suite de l'émission. On va retourner à Yaoundé pour revivre cette fois-là l'ouverture cette semaine, vous le savez, depuis le 25 mars, du procès de Martinez Zogo, cet animateur d'une radio de Yaoundé qui a péri au cours du mois de janvier dernier et dont l'affaire est désormais devant le tribunal militaire. Suivez plutôt. 17 personnes, civiles et militaires, sont dans le box des accusés. Plus d'un an après la découverte du corps sans vie et mutilé de Martinez Zogo, l'audience s'ouvre ce 25 mars 2024 au tribunal militaire de Yaoundé. Elle démarre avec la présentation et l'identification des accusés et témoins au juge, la présentation des chefs d'accusation aux 17 personnes concernées. Au banc des accusés, le patron des services de renseignement, Léopold Maxime Eko, le directeur des opérations des mêmes services, Justin Danoué, et leurs collaborateurs, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, le maire de Bibé, Martin Savom, et le journaliste Bruno Bidjan. Selon l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction Pierrot Nassizier, ils sont poursuivis pour assassinat, filature, torture, complicité d'assassinat, complicité de torture, conspiration, arrestation, séquestration ou encore violation de consignes. Pour la famille, les amis et les collègues de Martinez Zogo, c'est une première victoire avec l'espoir que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Une étape importante qui les aidera à faire le deuil. Au quotidien, c'est compliqué. Mais vous savez, vous avez toujours ces images-là en tête. Et vous ne pouvez pas oublier. Chaque jour, vous revivez, vous pensez à votre papa. C'est compliqué, vous ne pouvez pas tourner la page. Je dis que non. On l'a enterré, maintenant je dois passer à autre chose. Mais c'est pas ça. Là, il est encore à la mort. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDA, appelle à la tenue d'un procès transparent et l'opinion publique souhaite que ce procès révèle les implications des personnes accusées. L'invité de ce dimanche est Eugène Yamba, l'expert sur les questions économiques, consultant international. Il a également son opinion, évidemment, sur la marche, la gouvernance et la vie politique du pays, du Cameroun et des autres pays africains. Alors, aujourd'hui, Eugène, quand on regarde la situation politique, économique et sociale du Cameroun à la veille des futures échéances électorales de 2025, vous, quelle appréciation vous en faites? Monsieur le député, merci. Je suis toujours amusé lorsque l'on me présente comme un expert économique, financier. Je pense que
j'appartiens plutôt à la catégorie de gens qui ont une vision assez large. Bon, je pourrais dire, j'aborde toutes les questions de la vie publique. Donc, très bien, c'est juste pour apporter cette précision. Allons-y. Oui, donc pour revenir à votre question. Sur l'appréciation que vous faites de la situation de notre pays sur les plans politiques, économiques et sociaux à la veille de l'année 2025, année électorale. Nous sommes à un an des grandes échéances électorales au Cameroun. Et lorsque l'on regarde la situation de notre pays, c'est un septennat qui s'achève. Et lorsque l'on veut faire le bilan, il se fait de lui-même. Parce que le gouvernement actuel aura eu 7 ans pour travailler afin d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Lorsqu'on regarde notre pays aujourd'hui, la situation n'est pas morose. Il y a une multitude de crises qui affectent notre pays. Il y a la crise sécuritaire avec Boko Haram, le Nozo. Il y a la crise économique qui fait que nos jeunes n'ont pas d'emploi et beaucoup veulent s'expatrier. Et il y a des problèmes d'absence de perspective d'emploi, d'absence d'eau, d'électricité et de route, les principaux services de base. Donc, ce n'est pas une performance qui est digne d'un pays comme le Cameroun. Ce n'est pas digne d'un pays comme le Cameroun. Lorsque je regarde le Cameroun, c'est l'un des pays qui a le plus fort potentiel en Afrique. Vous regardez, d'une part, nous avons à peu près 1700 km de frontières avec le plus grand marché d'Afrique, qui est le Nigeria, que nous pouvons mobiliser pour accroître la croissance dans notre pays. Le deuxième facteur, c'est que le Cameroun est le centre de gravité pour aller dans toute l'Afrique centrale. Le point névralgique à partir duquel on peut aller chez les autres. Nous avons beaucoup de ressources naturelles et humaines, qu'il s'agisse de celles qui sont au pays ou à l'étranger. Donc, lorsque je regarde tout ça, notre situation n'est pas enviable. Et il y a un deuxième phénomène, c'est qu'en plus de la dégradation du bien-être de la population, le Cameroun est en train d'être de plus en plus marginalisé et dépassé par des pays concurrents. Je prends par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui avait le même niveau de création de richesse que nous jusqu'en 2011-2012. Et quand nous regardons aujourd'hui, ce pays a ajouté à son économie l'équivalent du Sénégal. Donc l'économie ivoirienne aujourd'hui fait l'économie du Cameroun plus celle du Sénégal. Et l'autre phénomène est que ces deux pays viennent de découvrir de nouvelles ressources au niveau du gaz et tout ça. Je prends le Nigeria à côté, nous produisons à peine 10% de la richesse du Nigeria. Donc par rapport à tout ça, il est important de redéfinir le contrat social pour relancer notre pays, retrouver une souveraineté au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau des services, réorganiser l'économie, comme je le disais dans une de mes réponses plus tôt. Donc, en un mot, la situation, elle n'est pas bonne. Il faut redéfinir le contrat social, relancer l'économie et surtout créer des conditions d'emploi pour les jeunes. Et ceci ne saurait se faire sans lever les contraintes à la production. Lorsque je regarde mon pays aujourd'hui, il semble avoir tourné le dos aux principaux moteurs de la croissance économique. Je vous donne des exemples très simples. Quand on regarde par exemple la première et deuxième révolution industrielle, c'était quand on a découvert l'électricité. Et on a ajouté les transports. C'est comme ça que les États-Unis, quand ils ont
mis ces deux ingrédients, l'électricité et le transport de produits, pour faciliter le flux de marchandises. C'est comme ça que le pays a commencé à produire. Un pays qui, auparavant, importait ses produits industriels d'Europe et n'avait que des productions agricoles. Donc, ici, aujourd'hui, chez nous, le déficit au niveau de l'eau et au niveau de l'électricité et des routes, des infrastructures, il est énorme. Tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas multiplier la production, on ne peut pas transporter les produits. L'autre source de la révolution industrielle, c'est l'Internet. À ce niveau aussi, la révolution des nouvelles technologies de l'information, à ce niveau aussi, nous avons pris du retard. Quand on regarde notre pays, l'État est encore... la gestion de l'État n'est pas informatisée. La diffusion de l'Internet n'est pas forte dans notre société. On n'a pas une stratégie digitale pour le pays pour s'assurer qu'on profite au maximum des nouvelles technologies de l'information. À cela s'ajoute aujourd'hui la nouvelle révolution avec l'intelligence artificielle qui va complètement tout bouleverser. Autant l'Internet, vous avez vu avec Facebook, Google et les autres ont tout changé. L'intelligence artificielle va nous amener à un autre niveau. Donc toutes ces trois sources qui permettent de créer la richesse, on est défaillant à ce niveau. Le dernier ingrédient, c'est la ressource humaine. Quand on regarde aujourd'hui, on regarde la formation au Cameroun, nos universités ne font plus partie des meilleures en Afrique aujourd'hui. La plupart de nos jeunes, il y a un problème d'adéquation. Ils n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'il y a un problème d'adéquation entre l'emploi et la formation. Et de l'autre côté, on a dans la diaspora, on a des gens qualifiés dans tous les domaines. Et je suis souvent surpris par le faux débat qui consiste à distinguer les Camerounais de la diaspora des locaux, des nationaux. L'économie moderne est basée sur le savoir-faire, sur le capital, et c'est ça qui permet de mobiliser les autres ressources. Et si on ajoute à cela la mise à disposition de l'électricité, de l'eau, des routes, pour relier les principaux points de production du pays, relier le pays aux pays environnants, je pense que le pays peut décoller. Et l'autre point qui me gêne aussi dans tout ça, alors on se demande, mais pourquoi malgré tout ce potentiel, le Cameroun n'avance pas? À mon avis, il y a plusieurs choses. La première, c'est que depuis que nous sommes entrés dans les programmes d'ajustement, nous avons perdu la capacité à réfléchir par nous-mêmes, à se projeter dans l'avenir et à coordonner nos actions. On attend les solutions des autres. Par conséquent, quand on regarde dans la plupart des secteurs du Cameroun, il n'y a pas de stratégie sectorielle. Que vous preniez l'eau, l'éducation, la santé, on investit comme ça parce qu'il y a des opportunités, mais si on n'a pas de boussole, c'est-à-dire une stratégie claire, un schéma directeur pour investir, voir les complémentarités, organiser les investissements dans le temps, on n'ira nulle part. La deuxième chose au Cameroun, c'est le choix des hommes. Il y a un problème au niveau du casting. Le Cameroun ne peut pas avancer en laissant de côté ses meilleures ressources. On doit restaurer la méritocratie. Monsieur Dibita, vous imaginez qu'il y a beaucoup de Camerounais, il y a des gens au Cameroun, et il y a d'autres dans la diaspora, beaucoup de compatriotes qui sont brillants, mais nous regardons notre pays prendre du retard par rapport aux autres. Des gens comme nous n'avons jamais eu l'opportunité de servir notre pays. Lorsque je regarde les problèmes de nos pays, c'est des problèmes que j'ai déjà réglés, qu'il s'agisse des problèmes dans la gestion des finances publiques, développer le secteur privé. Il y a des réformes que j'ai menées dans des pays comme le Sénégal, quand j'étais chef de mission à la Banque mondiale là-bas, jusqu'en 2000. Je viens ici, je trouve que par exemple des réformes comme le Cameroun Business Forum, guichet unique, tout ce qui est climat des affaires, des choses que j'ai mises en place là-bas il y a plus de 20 ans,
il y a d'autres domaines, mais le Cameroun ne mobilise pas ses ressources pour améliorer les conditions de vie des populations. On a un devoir vis-à-vis de notre jeunesse, c'est de faire tout pour créer des conditions d'épanouissement des jeunes qui restent, qui construisent notre pays. L'avenir des jeunes Africains, ce n'est pas à l'étranger, c'est en Afrique. Absolument. Car l'Afrique, c'est l'avenir du monde. En 2050, nous serons à peu près 2,5 milliards d'habitants. Les Européens seront à peine 700 millions. Tout le marché sera ici, chez nous. Toutes les forces de production seront ici. Donc, tout le monde voudra venir ici. Ce n'est pas le moment pour nos jeunes d'aller à l'aventure à l'étranger. Et nous avons le devoir de créer les conditions pour qu'ils puissent rester ici. D'accord. Allons à la Marine nationale, désormais, pour revivre ce séminaire qui a eu lieu cette semaine. Question de renforcer les capacités de nos soldats de l'eau. Sont fortement menacés par des activités illégales aux conséquences lourdes sur l'économie nationale. De la criminalité transnationale organisée, telle que les trafics illicites de drogue, de substances, le trafic de migrants, la traite des personnes, des menaces pour la sûreté maritime, telles que la piraterie, le vol à main armée, la contrebande, les actes terroristes contre la navigation, les installations offshore et autres intérêts maritimes. Ces événements ont des conséquences et des impacts importants dans notre pays. Pertes en vies humaines, impact négatif sur le commerce international avec les coûts associés, dégradation de l'environnement, raréfaction des ressources, détresse économique, etc. Face à cette situation, la Marine nationale a élaboré des stratégies qui permettent de réduire ces activités illicites. Les stratégies mises en place par la Marine à travers l'acquisition des moyens navals, la présence permanente en mer, le renforcement de la coopération inter-administration, l'entraînement du personnel, le développement des centres de surveillance côtière permettent de réduire ces activités qui plombent notre économie. Prenons en compte les lacunes juridiques qu'oppose le traitement des incidents en mer et le fait que la marine soit la seule à se déployer qui est intervenue au loin des côtes, la nécessité de faire des officiers de la marine des officiers de police judiciaire à compétences spéciales s'imposait comme la voie privilégiée pour l'efficience des compétences à l'encontre des actes malveillants sur le plan de l'eau. À cet effet, un séminaire de formation des officiers de la marine en qualité d'officier de police judiciaire à compétences spéciales s'est ouvert ce 26 mars ici à la base navale de Douala. Les travaux s'achèvent le 29 mars prochain. Les travaux sont donc achevés vendredi dernier, mais entre-temps, il faut le dire, le 7 février 2024, Eugène, on a connu au Cameroun une hausse des prix de carburant qui, évidemment, a fait beaucoup de mal dans le panier de la ménagère. Le litre de super de gasoil coûte respectivement et désormais 840 francs et 828 francs, soit une augmentation de 110 francs et de 108 francs. Est-ce qu'on pouvait éviter cette augmentation-là? Le gouvernement justifie évidemment, entre autres raisons, les cours mondiaux qui, eux, ne cessent de grimper ou à cette période-là, du fait d'abord de la Covid, mais puis tout récemment de la crise en Ukraine. Est-ce que cette augmentation nous a été imposée par le contexte international? L'augmentation des prix du carburant est une question dont nous avons eu à débattre pendant des années, lorsque j'étais au conseil d'administration du FMI. Et nous n'étions pas en accord avec nos collègues du FMI pour répercuter directement les prix à la pompe au niveau des citoyens. Je vais expliquer.
Le deuxième point, c'est que l'argument qui consiste à dire que la hausse de 840 est liée à la hausse des prix à l'international, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas la bonne explication, c'est faux. Parce que dans les 840, le vrai prix tourne autour de 399-400. Le reste, ce sont des impôts et taxes et des prélèvements divers au profit des entreprises publiques, du port et du secteur des hydrocarbures. Alors, pour revenir à la mesure elle-même, quelle est la position du FMI pour imposer cette mesure au gouvernement africain? Le FMI, dont le rôle est d'aider les pays créanciers à récupérer leurs dettes, quand il fait un programme d'ajustement, il doit augmenter les taxes et réduire les dépenses. Et la subvention est considérée comme une dépense fiscale. Donc, il faut la réduire comme les autres dépenses de masse salariale et les autres. Alors, quelle est la position du FMI à ce sujet? Le FMI demande qu'on réduise la subvention sur le carburant parce qu'elle profiterait davantage aux classes moyennes et supérieures qu'aux pauvres. Et qu'elle représente un coût budgétaire pour l'État. Et elle propose de supprimer cette subvention pour la remplacer par des aides directes aux couches les plus pauvres de la population. C'est-à-dire, on va identifier par exemple les familles au Cameroun qui vivent avec moins de 500 par jour, les familles où les parents ne travaillent pas, et donc la subvention qu'on mettait dans le carburant, qu'on l'alloue directement à ces aides. Bon, nous avions une double réserve par rapport à cette position du FMI pour refuser leur solution. La première, c'était de dire que la structure, c'était de dire que la structure des prix du carburant, telle qu'il la propose, c'est une structure adaptée aux États-Unis. Ce n'est pas la même structure qu'en France ou dans les pays francophones. Aux États-Unis, on n'a pas mis beaucoup de taxes à prélever autour du prix du carburant. Donc, quand les prix à l'international montent ou baissent, ils se répercutent directement au niveau de la pompe. Or, en France et dans la plupart de nos pays, on a utilisé le prix du carburant comme prétexte pour prélever toutes sortes d'impôts et taxes pour le fonds routier. Il y a beaucoup de prélèvements là-dedans qui font que même si le prix à l'international baisse, le prix à la pompe ne baisse pas puisqu'il y a une rigidité à cause des impôts et taxes et prélèvements divers. Donc on leur disait que ce n'est pas la même situation. La deuxième chose qu'on disait, c'est que si on augmente le prix à la pompe, ce sont les pauvres qui seront le plus touchés parce que ça va créer l'inflation sur l'ensemble de l'économie. Au niveau des produits agricoles, ils sont transportés. Au niveau des produits industriels, ils sont transportés. Au niveau des services aussi. Donc, ça va amener une spirale où, quand le prix augmente, la vie devient plus chère, les fonctionnaires demandent des hausses de salaire, les gens du privé demandent aussi des hausses de salaire, les propriétaires de loyers essayent d'augmenter leur loyer. Donc, in fine, l'effet de cette mesure, elle est négative sur la population. Et l'autre chose qui m'a choqué, c'est qu'on a pris cette mesure sans préparer en amont toutes les mesures d'accompagnement dont le FMI parlait. J'avais oublié de dire que l'autre réserve que nous avions, c'est que en Afrique, il est difficile de faire des aides ciblées aux familles les plus pauvres parce que les pays africains n'ont pas les instruments statistiques des pays occidentaux pour catégoriser. Donc c'est par rapport à ça qu'on s'y opposait. Bon, ça, c'était nos réserves. Maintenant, au niveau de la mise en œuvre de la réforme elle-même, à mon avis, il aurait fallu plusieurs choses. Un, organiser une concertation en amont, lors de la négociation avec le FMI, entre l'État et les différents partenaires, et préparer les mesures d'accompagnement bien en amont au
J'ai vu que le gouvernement a augmenté les salaires des fonctionnaires. 5%. Oui, il aurait fallu qu'au niveau du privé aussi, que l'on travaille sur ça en amont. Au niveau des pensions de retraite aussi, que l'on travaille sur ça en amont. Revalorisation des allocations Revalorisation des allocations familiales et des pensions. Et l'autre chose, qu'on prenne des mesures pour catalyser la hausse des prix des produits de première nécessité. Et à ce niveau, je pense que ce que le gouvernement aurait dû faire, c'est qu'en préparant cette mesure, on aurait dû mettre en place, comme je l'ai suggéré dans le passé, une commission paritaire, gouvernement, secteur privé, pour instaurer un contrôle des prix. Parce que, vous voyez, s'il y a une inflation, une explosion sociale, c'est tout le monde qui est perdant. Absolument. Le privé et l'État. Donc il faut, à mon avis, organiser. J'ai vu le gouvernement ivoirien, par exemple, le faire, et dans d'autres pays, où on encadre les prix, on se met d'accord, et on met en place des mécanismes de contrôle et de sanctions, qui font que, par exemple, s'il y a des contrevenants, ils peuvent faire leur licence pour importer ou exercer le commerce. Et il faut, dans cette phase de transition, il ne faudrait pas que l'essentiel des mesures retombe sur les ménages, sur la population. Parce qu'on est dans une situation où, d'une part, l'État n'a pas les politiques appropriées pour booster la croissance et l'emploi, générer des revenus. Donc, comme il n'y a pas assez d'emplois et de revenus, on aurait dû, le deuxième moyen qu'on peut utiliser, c'est au niveau des politiques sociales où on peut encadrer la hausse des prix. Bon, c'est un peu ça. Mais mon point sur cette mesure, je le dis haut et fort, que vous voyez que je viens du Gabon à côté, le prix du carburant là-bas est de 550. En Guinée équatoriale, le prix est moins élevé. Dans beaucoup de pays. Donc quand je reviens au prix du carburant au Cameroun, on aurait pu baisser la subvention de deux manières. On l'a fait, pour moi, de la mauvaise manière en augmentant les prix à la pompe. Et même la subvention dont on parle, ce n'est pas de l'argent que l'État sort de sa poche, c'est des impôts et taxes auxquels il renonce. Donc la deuxième manière qui est la mienne, et que je suis prêt à défendre et à démontrer n'importe où, c'est qu'on a des marges de manœuvre pour baisser les prix du carburant au Cameroun. Quelles sont-elles, ces marges ? Lorsque je regarde la structure, en jouant sur la structure du prix. D'accord. Je peux y aller donner quelques explications. Lorsque je regarde le prix du pétrole au Cameroun, vous avez plusieurs pauses. Vous avez déjà, quand on achète, il y a la marge du trader, c'est-à-dire le prix à l'international. Je ne vais pas entrer dans des questions techniques, mais le prix du carburant à ce niveau, ça se gère. On ne doit pas acheter le carburant au prix du jour. Je ne vais pas entrer dans des questions techniques, mais il y a les marchés à terme. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cacao, on vend le cacao à 5 000 aujourd'hui, et on a d'autres pays qui vendent à 2 000. Exact. Parce que l'acheteur de l'autre côté avait bloqué le prix à 2 000 en disant que même si... Oui. Donc dans le pétrole, on a des mécanismes pour gérer le prix. Et même y compris en constituant aussi des stocks de sécurité au niveau de la SCDP. Le deuxième niveau, c'est au niveau des impôts et taxes. Il y a une cascade d'impôts et taxes, au moins une dizaine que j'ai répertoriées, à 19,20%. Et j'étais ici lors des émeutes de 2008, lorsque la stabilité sociale a été menacée. Le chef de l'État a courageusement baissé les impôts et taxes sur les produits de première nécessité. On peut faire la même chose à ce niveau. L'autre point aussi que j'ai vu là-dedans, c'est la seule structure du prix où je vois que les marges des importateurs, des marketeurs,
sont fixés à l'avance. C'est-à-dire, j'ai vu par exemple que les importateurs, ils ont une marge de 16 francs par litre d'essence. Sachant que par mois, le Cameroun importe, je crois, 110 millions de litres de super, 80 millions de litres de gasoil et 10 millions de pétrole lampant. Donc, et on a garanti aux importateurs une marge de 16 francs par litre. Bon, pourquoi on ne garantit pas la même marge à ceux qui sont dans d'autres secteurs, ceux qui importent le riz et d'autres? Donc, à ce niveau, pourquoi la marge à 16 francs le litre? Pourquoi pas à 10? Et surtout que de l'autre côté, dans la structure des prix, j'ai vu qu'au niveau des charges financières de certaines structures, elles sont prises en charge dans le prix. Donc il y a des marges. Et ça, il y a ça. Maintenant, le dernier volet là où je peux faire baisser les prix, c'est au niveau des prélèvements qui sont effectués au profit de toutes les structures des hydrocarbures qui interviennent sur la chaîne. Bon, il y a le port qui fait ces prélèvements, bon, on peut voir, mais il y a par exemple les prélèvements Hydrac sur le contrôle qualité. Hydrac est une filiale de la SNH qui, à mon avis, le coût de l'hydrac de contrôle qualité peut être transféré à sa maison mère, à la SNH, pour qu'elle ne pèse pas sur la structure des prix. Il y a la SCDP qui prélève. Bon, on a besoin d'elle, d'une SCDP forte, restructurée. Il y a des prélèvements aussi pour l'aide à CSPH. CSPH sur elle garantit, elle fait la régulation des prix. Elle fait la régulation des prix. Et elle sert un peu de caisse de péréquation. À ce niveau aussi, il y a une marge énorme. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, vous voyez, la CSPH prélève à peu près... La caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures. Oui. Elle prélève à peu près, j'ai vu, 54 francs par litre. Il faut comprendre que cette structure n'existe pas dans les autres pays. Elle n'existe pas au Gabon, elle n'existe pas au Sénégal, elle n'existe pas en Côte d'Ivoire, un peu partout. C'était au départ une structure, un service du ministère du Commerce. Et quand nous faisions les privatisations à l'époque, et on voulait que le tout État, on a supprimé la direction du contrôle des prix, elle dépendait de la direction du contrôle des prix. Donc, elle était une division du ministère du Commerce, elle est devenue un organe de régulation à part, et qui fait des prélèvements importants sur la structure du prix. Bon, je pense que dans les autres pays, cette fonction, et puis elle fait les calculs statistiques sur le secteur, sur les prix et tout ça. Bon, je pense qu'à ce niveau, il y a des marges de manœuvre pour faire des économies importantes. D'accord. Et il y a également le prélèvement pour la Sonara. Bon, à ce niveau, on pourra en parler. On pourra en parler de long. Là, on n'a pas assez de temps. Mais je dis que lorsque je parcours la structure des prix, il y a des marges qui permettent de passer de 840 à beaucoup moins que ça. Et je souhaite qu'on aille dans ce sens, parce que ça va alléger les dépenses au niveau du coût des transports des produits. Du coût des transports des produits, ça peut faire baisser le coût de la vie. Absolument. Mais si on va dans ce sens, il faudrait que ça s'accompagne d'un pacte républicain où le gouvernement peut négocier avec les commerçants, les transporteurs, pour dire que si on baisse les prix du carburant, ils s'engagent également à faire baisser les prix à leur niveau pour soulager la population. Oui, absolument. C'est dans ce contexte que le 1er mars dernier, on a appris la suspension de notre pays de l'initiative pour la transparence dans le secteur des industries extractives, l'ITI. Et on sait que le Cameroun est quand même... regorge un sous-sol extrêmement riche en termes de ressources naturelles. Pardon. Quel peut être l'impact
de cette décision sur notre économie? Laissez-moi rappeler le fait que le Cameroun a un secteur minier important, Absolument. mais sous-exploité. Lorsque vous faites la cartographie minière du Cameroun, on a des richesses immenses. Elles sont sous-exploitées à cause de plusieurs problèmes. Il y a des problèmes de gouvernance dans l'attribution des licences, l'absence de transparence, même au niveau de l'engagement même de la société civile qui n'a pas d'information. C'est par rapport à ça que l'initiative IETIE a sanctionné le Cameroun. Il y a le fait que lorsque vous voyez des produits comme l'or et le diamant chez nous, il s'agit encore de production artisanale. Maintenant, lorsque vous regardez les minéraux importants comme le fer, vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de transparence qu'il s'agisse du projet de Kribi, du projet Géovic pour lequel je me suis battu très longtemps, parce que je ne voulais pas accepter que des gens qui viennent au Cameroun obtiennent une licence d'exploitation des principales réserves de cobalt, nickel et manganèse du Cameroun avec un capital de 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Et avec une concession de 25 ans renouvelable jusqu'à épuisement des ressources. Et après ce forfait, ils sont venus au FMI demander 60 millions de dollars auxquels je me suis opposé. Donc c'est pour dire que dans le secteur minier, c'est regrettable la manière dont il est exploité. Bradé? Oui, bradé. Oui, quand je regarde les régions comme l'Est du pays, c'est une région bénie de Dieu. Elle a toutes les ressources. On devrait créer toutes les conditions de prospérité dans cette région, dans toutes les différentes régions du pays. Maintenant, quand on regarde quel est l'impact des sanctions de l'IETIE par rapport à notre pays, il y a plusieurs impacts. Le premier, c'est que lorsque nous sommes exclus de l'initiative, il n'y a plus de mécanisme de contrôle, ça peut favoriser le marché noir, l'absence de transparence et plus de corruption. La deuxième conséquence, c'est au niveau des investisseurs, la perte de confiance dans la signature du Cameroun, dans le crédit rating. C'est-à-dire, si on va emprunter aujourd'hui auprès des marchés internationaux et autres, le coût du crédit sera plus élevé parce qu'il y a une opacité dans la gestion des ressources publiques. L'autre aussi, c'est que beaucoup de ressources, même au niveau des bailleurs de fonds, risquent de nous échapper. Mais là n'est pas le problème. Le problème nous revient. Je pense qu'il faudrait, pour trouver une solution à ces problèmes, je pense qu'un certain nombre de mesures sont envisageables. Le code minier qui a été adopté récemment, je pense qu'il ne va pas assez loin pour la préservation et la transformation de nos ressources, sur la transparence, sur l'impact de nos ressources au niveau des finances publiques et sur l'impact au niveau des populations locales. Donc, en clair, je suis très clair, il faudra abroger ce code minier. On admire les pays arabes aujourd'hui et les pays pétroliers. C'est tout simplement parce qu'ils avaient mis en place des accords de partage qui leur donnaient au moins 50%. Et c'est la voie vers laquelle on est en train d'aller aujourd'hui. Surtout que beaucoup de nos minéraux entrent dans la fabrication de véhicules électriques, de toutes ces nouvelles technologies. Le deuxième point, on doit renforcer, par exemple, tout ce qui est le contrôle de l'or et du diamant chez nous. On doit renforcer la présence de l'État, en faire même un monopole au niveau de l'or, pour nous permettre de renforcer nos réserves en or. Le troisième point, il faut renforcer les capacités du ministère du Cameroun à négocier les contrats. C'est-à-dire il faut mettre en place une commission qui comprend les gens des ministères, de la société civile
et avoir des gens préparés à négocier à mieux négocier sur les contrats avec les multinationales. Le dernier point, le dernier point, il faut renforcer la transparence dans la gestion des ressources minières et aussi, à mon avis, s'assurer que dans les régions dans lesquelles ces minerais sont exploités, qu'on mette en place un fonds de développement local pour s'assurer que lorsque les minerais sont extraits, l'or, le diamant et les autres, qu'il y ait une partie qui contribue à la création d'emplois, à la création d'un écosystème pour que nos populations locales vivent mieux. Voilà. Il nous reste un quart d'heure, on va encore évoquer quelques-uns des sujets. Parlons par exemple de cette privatisation de la banque de la famille Fotso. La CBC, le gouvernement l'a annoncé, normalement, ou du moins si l'on respecte le cadre et le calendrier, le programme arrêté, d'ici le mois de juin 2024, avec le concours du Fonds monétaire international, cette banque-là devrait être revendue, du moins les parts du Cameroun. Monsieur Dibita, vous me donnez cette information qui me surprend, je vais essayer d'y répondre. Le Cameroun est dans un programme avec le Fonds monétaire international et dans ce cadre, nous avons certains accords. Mais de l'autre côté, nous devons garder la capacité à gérer certains des secteurs de nos économies de manière souveraine. Vous voyez qu'on nous a donné ces mêmes types de conseils pour la privatisation de l'eau, de l'électricité et des autres secteurs. Le service après-vente n'a pas suivi. Lorsque les populations ont commencé à en subir les effets, la Banque mondiale et le FMI n'étaient pas là. Pour revenir au secteur financier, rapidement, je pense que avec les autres instruments de politique économique, un État a besoin d'un système bancaire capable de financer l'économie, sans forcément que l'État soit impliqué lui-même dans la gestion des banques. J'ai vu dans les années passées, nous avons commis l'erreur de vendre nos banques. J'ai vu, on a vendu la SCB, on a vendu Crédit Lyonnais. Oui, le Crédit Lyonnais. On a vendu Afriland, non, Amitié Bank, à la Banque Atlantique. On a vendu beaucoup de banques, mais ce sont des secteurs où les banques font des bénéfices de plusieurs milliards souvent. Et ils contribuent à financer l'économie. J'ai vu des situations dans des pays où, par exemple, quand les pays voulaient promouvoir des PME-PMI, on leur donnait des marchés publics. Ces PME-PMI allaient vers des banques contrôlées par des intérêts étrangers. On leur refusait des crédits et les PME étaient incapables de se développer. L'autre chose que j'ai vue aussi, j'ai vu que le gouvernement ivoirien est en train de se battre pour racheter les parts d'actions dans les banques qui avaient été privatisées, qui étaient détenues par les sociétés européennes. Et pour revenir à la CBC, je suis pour la privatisation de la CBC. Pourquoi ? Parce que l'État n'a pas vocation à gérer les banques, mais je souhaite qu'on enlève le côté il faut choisir un partenaire stratégique étranger. Je souhaite que la privatisation de la CBC soit ouverte aux hommes d'affaires camerounais. Ce n'est pas le cas en ce moment ? Il faudra vérifier avec le patronat, mais je souhaite que la CBC, qui est des groupes d'hommes d'affaires camerounais, qui entrent dans la reprise de la CBC. Pourquoi je le dis ? Quand cette banque s'est retrouvée en difficulté, ce sont les ressources des contribuables, c'est l'argent des contribuables qui a été mobilisé de 2009 à 2016 pour redresser cette banque. Elle a été redressée, je pense qu'elle fait plus de 3 milliards de bénéfices maintenant. Si on la vend à des étrangers, on aura fait un transfert de ces bénéfices à des intérêts étrangers. Je ne suis pas contre les investisseurs étrangers, non, loin de là. Je suis pour un Cameroun ouvert à l'investissement étranger. Mais ici, je souhaite que lorsqu'il y a une ressource comme celle-là, qu'il y ait des Camerounais
Et je les encourage, je les invite à soumissionner. Et je pense et j'espère que le FMI ne va pas s'y opposer. J'ai eu des cas comme en Éthiopie où on a demandé au gouvernement éthiopien de privatiser les banques. Et ils sont revenus auprès de nous avec une liste de repreneurs nationaux. Moi, au Cameroun, vous savez, on a des problèmes de création d'emplois pour les jeunes. Je vois un Cameroun où on doit créer nos propres capitaines d'industrie. L'État du Cameroun doit s'assurer qu'il y ait au Cameroun des Dangote, tous les hommes d'affaires que j'ai vus au Nigeria un peu partout. On doit travailler pour qu'une masse critique d'hommes d'affaires camerounais puisse émerger. Et pour cette banque, si on la vend aux intérêts à l'étranger, on peut le regretter dans les années à venir. Je répète que je suis pour la privatisation parce que lorsque je vois la manière dont la banque des PME a été mal gérée, je ne suis pas pour un système où l'État gère directement les banques. Donc c'est un peu mon propos. D'accord. Peut-être encore 2 points avant de ressortir. D'abord, un mot sur l'affaire Glencore, grandement soutenu, dévoilé, révélé par le bâtonnier maître Akeremouna, une affaire de corruption aux États-Unis qui a un impact chez nous. Mais aussi un mot, vraiment moins de 5 minutes, sur la future élection, ou du moins au niveau du GECAM, le mouvement patronal camerounais, qui va connaître en avril là des élections des membres de son bureau. Rapidement sur l'affaire Glencore, je l'ai suivi et je loue le travail inlassable de Maître Akeremouna, pour plus de transparence et surtout pour aider le Cameroun à récupérer les fonds détournés. Bon, malheureusement, la procédure a lieu aux États-Unis et j'aurais espéré que le Cameroun se porte partie civile. Et l'autre volet aussi, donc ça c'est à ce niveau. Et le deuxième niveau, au niveau de Glencore, je pense que nous avons aussi des mécanismes ici de lutte contre la corruption, la CONAC et toutes les autres structures. Et les multinationales n'ont pas intérêt à avoir des risques réputationnels. Donc si une action est engagée, que ce soit aux États-Unis ou au Cameroun, ça va porter atteinte à la réputation de Glencore. Donc à mon avis, on a tous les moyens pour récupérer les fonds détournés. Et l'autre point qui est rattaché à l'affaire Glencore, j'ai suivi un peu ce qui se passe à la Sonara. Vous savez que la Sonara a une dette vis-à-vis des banquiers et des traders. Et parmi les traders qui ont une créance sur le Cameroun, il y a Glencore. Il y a tous les autres traders. Et malheureusement, on a accepté de rembourser la dette des traders de la Sonara sans faire d'audit de cette dette. Et vous savez, bon, je connais bien le milieu des marchés financiers, des marchés de matières premières. Et j'ai regardé, et je pense que si on fait l'audit des dettes des traders, il y a des possibilités de faire baisser une partie de la dette de la Sonara. J'ai essayé de travailler dans ce sens, sans succès. Mais sachez que pour rembourser cette dette, il y a un prélèvement qui est effectué sur la structure du prix du carburant. Et c'est par rapport à ça que je souhaite. Je souhaite que 2 choses. 1, que l'on s'assure que ce que Glencore a fait aux États-Unis, que l'on puisse récupérer les ressources. Et que de l'autre côté, si Glencore a une créance sur le Cameroun, que l'on s'assure que ça se termine par une réduction substantielle de cette créance. Autrement, vous dites que la dette de la Sonara a été surfaite, elle est virtuelle, non, elle est gonflée. Une partie, dans mon expérience,
au Fonds monétaire et à la Banque mondiale, on n'a jamais accepté de rembourser une dette sans un audit préalable. J'ai l'exemple d'un pays comme le Togo, où on avait réussi à réduire la dette de près de 40%. On a le Gabon à côté qui avait fait l'audit de la dette, qui avait réduit. Et je suis sûr que sur les 700 milliards de dettes de la Sonara, moi je pense qu'on peut réduire de manière substantielle si on regarde ce qui s'est passé. D'accord. Sur le patronat, oui. L'élection au patronat. L'élection au patronat, je suis content que le gouvernement essaye de moderniser, que le Cameroun essaye de moderniser le patronat. Bon, j'ai suivi de loin tous les débats, tout ce qui s'est passé. J'espère qu'il y aura un renouveau, parce que quand je regarde le patronat du Cameroun par rapport aux autres pays, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai été au Sénégal, où j'ai mis en place les structures de dialogue public-privé. On est un peu en retard au niveau du Cameroun. Donc je souhaite rapidement qu'une équipe nouvelle se dégage au niveau du patronat, qu'elle soit inclusive, parce que le tissu économique des entreprises du Cameroun, vous avez la majeure partie, c'est des PME, PMI, les grosses entreprises. Donc il faut qu'elle soit inclusive. Il faut que le patronat camerounais joue véritablement son rôle de partenaire dans le dialogue, que ce soit un patronat qui puisse fournir des services aux adhérents. Services d'assistance technique, services... Bon, ça, c'est des choses que j'ai faites au Sénégal et partout. Maintenant, la deuxième phase, une fois qu'ils sont élus, qu'il y a une nouvelle équipe en place, je souhaite que le dialogue public-privé soit relancé. Vous avez vu le Cameroun Business Forum n'a pas pu marcher, à mon avis, parce que c'était mal organisé. Ça a été mis en place, je crois, en 2006 et effectif en 2009. C'était mal organisé. Pourquoi? C'est qu'on a dit que cette structure avait pour objectif de faciliter le dialogue, d'éliminer les obstacles à l'environnement des affaires. Et je pense qu'il y avait un troisième objectif que j'ai oublié. Mais concrètement, on n'a pas mis en place des mécanismes avec pour atteindre ces objectifs. Oui, normalement, quand on définit de tels objectifs, on met en place une feuille de route, et on identifie les obstacles à lever dans l'économie, et on fait des études, et on identifie, on quantifie. Sur le dialogue, on organise un dialogue qui peut être organisé même lors de la préparation du budget, même dans la mise en œuvre du plan de développement du Cameroun, même au quotidien dans les villes, les régions. Et la deuxième limite, c'est que ce que j'avais mis en place au Sénégal, j'avais mis un mécanisme à deux niveaux. Un comité technique qui était chargé de préparer des réformes dans le temps. C'est-à-dire on s'est donné 5 ans, on savait qu'au niveau de la fiscalité, au niveau de telle composante du doing business, au niveau des infrastructures, voici ce qu'on devait faire. Je finançais, il y avait des équipes mixtes, secrétariat général des ministères avec les gens du privé. Maintenant, il y avait une deuxième équipe qui préparait les mesures de réforme. Cette équipe préparait les réformes et on envoyait, il y avait un conseil au niveau de la primature, un conseil pour mettre en œuvre, pour adopter les lois à partir de ces textes, et puis pour faire des arbitrages lorsqu'il y avait des différences de vues entre l'État et le privé, et même entre les différents ministères. Donc, or, ici, on a juste mis une structure au ministère et on n'a pas déroulé toute cette mécanique. D'accord. Oui. Alors, Eugène Yambal, après 90 minutes de ce panorama qu'on vient de faire, de cette analyse, de ce décryptage sur notre vie sociopolitique, économique, avez-vous le sentiment, envisagez-vous, êtes-vous, seriez-vous
favorable à une nouvelle candidature de président Biya pour l'élection présidentielle 2025? Je pense que le président Biya a consacré toute sa vie au Cameroun. Il est entré, c'était un grand patriarche qui est entré aux affaires en 62 et qui n'a plus rien à prouver au reste du monde ou à l'histoire. Il a occupé toutes sortes de fonctions, de ministre, secrétaire général de la présidence, premier ministre et président depuis 42 ans. Et lorsque je regarde le Cameroun d'aujourd'hui, je pense que le président nous lègue un pays qui est uni, un pays qui a une certaine autonomie stratégique par rapport à nos partenaires étrangers. Mais lorsque j'ai fait le bilan économique et social, le bilan est catastrophique. Le bilan est catastrophique. Lorsque je vois les jeunes sans emploi, lorsque je vois l'état de nos villes, lorsque je vois le fait qu'il n'y a pas d'eau, d'électricité, je pense que nous sommes dans une phase où les Camerounais ont besoin de redéfinir un contrat social qui est basé sur la prospérité, non, sur le patriotisme, sur l'égalité des chances et sur la prospérité partagée. Donc, par rapport à ce nouveau parcours, je pense que le président Biya a fait tout le travail nécessaire et il entrera dans l'histoire et dans le cœur de tous les Camerounais. Si le président Biya aidait le Cameroun à organiser des élections libres et transparentes pour passer la main à de nouvelles générations. J'étais tellement content de voir, je suis content de voir prochainement l'image, par exemple, de trois présidents au Sénégal, le président Diouf, le président Wade, le président Macky Sall, accompagné le président Bassirou Faye. Dans notre pays, j'aimerais tellement voir cette image de notre patriarche, du chef de l'État, passer le flambeau à une nouvelle génération qui aura la charge de préparer un Cameroun plus fort, un Cameroun respecté à l'étranger, un Cameroun qui va travailler pour le bien-être de ses populations. On en a tous les moyens. Il faudrait que le président de la République laisse aux nouvelles générations la possibilité d'avoir un débat franc et direct sur l'avenir de notre pays. Et il n'y a pas d'ennemis entre Camerounais. Il peut y avoir des adversaires. On a un seul et même patrimoine, c'est le Cameroun. Merci Eugène. Disons que les militants de son parti, certainement, vont d'abord en décider, puisque c'est eux qui désignent le candidat de leur parti. Mais aussi dans les urnes, les Camerounais qui sait peut-être, si le président est candidat, décideront de qui assurera l'avenir de notre pays. Merci infiniment Eugène pour cet autre détour que vous faites. Vous nous habituez à vos passages sur nos plateaux chaque fois que vous êtes au Cameroun, parce qu'évidemment l'actualité le nécessite, le décryptage de notre vie publique, notre gouvernance, la gestion des affaires nécessite des expertises comme la vôtre pour la compréhension de nos téléspectateurs. Merci encore. Merci beaucoup, M. Dupiter. Merci à vous également à la maison. Bonsoir. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.